Il s'en explique, Descartes, lui-même, entre autres dans une lettre à Plancius, et puis, vous pouvez le vérifier vous-même, tout de suite, en essayant de penser, par exemple, sans en avoir le sentiment. Impossible, bien sûr. Donc le sentiment, c'est la vie même, c'est le fond de tout. C'est le gisement même de tout monde possible et aussi de tout moi concevable. Or, selon qu'on exerce tel ou tel métier dans le monde, selon la configuration à quoi nous ont déterminé nos propres nécessités intérieures et extérieures, pourrait dire Spinoza, nous avons tous comme vocation absolument impérieuse, absolument vitale, de nous éprouver toujours de nouveau, et même toujours nouveau, dans la vie. En réalité, c'est la vie elle-même qui veut vivre, dit Henri, c'est-à-dire faire sans cesse l'épreuve de soi. Mais la vie, c'est quoi? Rien d'autre que la mienne, rien d'autre que mon ipséité vivante. La vie chez Henri n'est pas une entité nébuleuse ou stratosphérique. Il n'y a pas de transcendance dans la phénoménologie henrienne. La vie y est mienne, et deux, absolue. C'est-à-dire qu'elle ne dépend ni ne découle de rien d'autre que d'elle-même. De ce point de vue, un manager est logé, si j'ose dire, à la même enseigne que n'importe quel autre vivant. Aucun vivant n'est pas en vie. Il est, ce manager, une certaine manière d'être, une certaine manière de l'être, un certain mode, un certain rapport. J'ajouterais une certaine personne, un soi, ce que ne dirait pas Spinoza ni Deleuze. Et c'est quoi la spécificité du manager, de l'être manager? Et secondairement, comment s'ordonne-t-elle en fonction des polarités de la civilisation et de la barbarie? Un manager, on l'a vu en reprenant l'exemple de Machiavel, est quelqu'un dont la vocation est d'agencer la maison, dont il a la responsabilité, de façon à la maintenir durablement. Et pour la maintenir, il faut sans doute et sans cesse en remettre en question les coordonnées, les rejouer, parce que le monde change, et qu'un petit ensemble immobile dans un grand ensemble mobile n'a aucune chance d'être maintenu durablement. La vision de Machiavel est celle pessimiste, au fond, d'un monde dont la condition est une sorte d'écroulement permanent. Le monde est fugace, instable, marqué génériquement de finitude et promis à la ruine. Tout ce que nous pouvons faire est de ménager, justement, là où on est en responsabilité de le faire, disons une stance, pour le temps de toute façon court, où nos efforts de maintien et d'ajustement auront permis un moment de permanence et d'équilibre, qui aura tout de même fait qu'un peu de paix et de bien-être aura profité à quelques hommes. C'est un projet modeste. Et c'est fondamentalement celui du manager classique, ou de l'âge classique. Mais encore une fois, où et quand le monstre surgit-il ou menace-t-il de surgir par rapport à la toptique managériale que je viens de préciser? Reprendrons-nous Schopenhauer, selon qui le problème consiste en ce que mon pouvoir est limité, mais en ce que ma volonté, elle, est illimitée? On pourrait penser que le tournant, ce qui occasionne que le manager dévisse dans la démesure, dans l'excès, qu'il produise en quelque sorte sa définition même au moment et à l'endroit où il libère son propre monstre, et que peut-être il ne suffise pas, non plus à un manager qu'à n'importe qui, d'obtenir des satisfactions modestes et provisoires, comme chez Machiavel. On peut même penser, bien sûr, et c'est mon cas, que la philosophie avolontariste de Schopenhauer est certes une sagesse du renoncement,
mais surtout une philosophie d'amputation, une grimace morale, qui n'est en aucun cas le reflet de ce que la vie est et veut elle-même. La vie, on l'a vu chez Henri, est au contraire éternellement, c'est-à-dire en tous ses instants, et elle-même comme instant, dans le désir de soi, de s'accroître de soi, c'est-à-dire non pas d'accumuler, ce qui n'aurait aucun sens phénoménologique, mais de recommencer, dans et par l'épreuve de soi. Car la vie, justement, n'est qu'épreuve de soi par soi. N'est qu'épreuve de soi par soi. Donc, la taxidermie ou le congélateur schopenhauerien, si vous voulez, sont sans doute géniaux, mais parlent d'autre chose que de la vie, et donc à d'autres, s'il en est, qu'à des vivants. La vie, ça dépasse. Les Grecs, avant Schopenhauer, ce dépassement les embêtait beaucoup aussi. C'est le dépassement de la démesure, de ce qui, dans la vie, ne s'en laisse jamais compter. Compter écrit C-O-M-P-T-E-R, ou assigner. Le manager, s'il veut aller plus loin que le modeste et provisoire, c'est d'abord comme un vivant voulant vivre. On pourrait penser que ce débord, que ce dépassement, que cette transgression du cercle est en réalité ce qui arrache ou donne l'illusion d'arracher la vie à l'ennui. De là, on pourrait penser que ce dépassement revient à un divertissement, au sens pascalien, et que c'est ce tourbillonnement déraisonnable qui conduit à un risque de défiguration du manager classique, de la mesure, du provisoire, du modeste, qui va glisser peu à peu, ou d'ailleurs très rapidement, dans la jubilation de l'autoritarisme et ou de l'insatiabilité, qui va faire que de bons fils de famille du royaume d'Ithaque vont se muer en prétendants, en corrupteurs, en goinfres, dès qu'Ulysse aura le dos tourné. Or, je ne pense pas qu'il en aille ainsi. Ou plutôt, je pense qu'il faut donner un sens phénoménologique plus profond à ce motif pascalien. En un sens, en rien c'est l'adjectif pour Henri. Je dirais plutôt qu'un manager, comme un vivant en général, devient son propre monstre lorsque les conditions extérieures, les circonstances mondaines de sa vie, ne lui permettent plus de se rejoindre à soi, de s'éprouver soi-même comme vivant. Mais pour que les conditions extérieures vous modifient, il faut d'abord, et c'est le point crucial, que notre rapport intime et invisible à nous-mêmes, notre rapport intime et invisible à nous-mêmes, ne s'effectue plus correctement. Être vivant, ça ne signifie pas faire les 400 coups, brûler la chandelle par les deux bouts, travailler 16 heures par jour, ou amasser ou faire amasser des fortunes. Un vivant peut très bien être complètement, autant qu'il se peut en tout cas, rejoint à lui-même, en se promenant dans une forêt, en écoutant une musique qu'il apprécie, en se tenant aux côtés de la personne qu'il aime, ou en se recueillant dans une église. À vrai dire, le problème d'une possibilité pour un manager de faire sa définition en sortant de celle-ci, ou en se tenant sur sa brèche, selon le modèle que j'ai utilisé tout à l'heure, serait plutôt d'être en situation de ne plus pouvoir se rejoindre à soi comme vivant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Il nous faut faire ou refaire un peu de phénoménologie pour bien comprendre ce point, qui sera d'ailleurs le dernier. La phénoménologie intentionnaliste, celle de Husserl, a eu le grand mérite fondateur de se penser comme une réflexion non plus sur les étangs, c'est-à-dire sur ce que Kant avait appelé les phénomènes, mais sur la phénoménalité elle-même, c'est-à-dire la structure de l'apparaître des phénomènes, ou de l'apparaître des étangs, ou de l'apparaître des étangs comme phénomène. Ce qui importe est donc de dévoiler le mode de la congruence entre ma conscience et ce qui lui est extérieur. Pour Michel Henry, entre autres dans l'essence de la manifestation, sa thèse, il s'agit bien de cela en effet. Qu'est-ce que la manifestation? Qu'est-ce que la phénoménalité?
Pour Husserl, suivant le modèle méthodique cartésien, il s'agit de réduire le monde à sa ou à ses seules déterminations originaires. Le projet est aussi celui de Henri, mais qui observera assez vite que Husserl ne tient pas vraiment la promesse de son propre pari philosophique et que finalement il s'en remettra au monde, au quelque chose dont la conscience est conscience, pour exhiber ce qu'il aura pris à tort pour la structure de la phénoménalité, alors qu'il n'aura jamais que produit une nouvelle science ontique. Heidegger va régler le problème à sa manière, lui. C'est-à-dire génialement. En critiquant chez Husserl, d'assez proche cousinage cartésien assumé, Husserl, le maintien d'un sujet, lequel est comme posé face au monde, et dans une différence générique à lui, finalement irréductible, selon Heidegger, tant qu'on n'a pas évacué la notion même d'un sujet, en lui préférant le Dasein, c'est-à-dire cet étant particulier pour qui il en va de l'être, pour qui il retourne de l'être, et qui est toujours déjà inclus dans un monde. In der Welt sein, qui a toujours déjà part au monde, de même que le monde est toujours déjà sien. Pour Henri, ce sont deux positions fautives. Celle de Husserl, car elle ne tient pas ses promesses phénoménologiques, pourtant excellentes, et celle de Heidegger, parce qu'en gros, elle règle le problème de cette promesse husserlienne non tenue en décrétant que le problème n'existe pas. En ce sens que les termes en sont mal posés, ou plutôt même qu'un de ces termes, le sujet, n'a pas ou n'a plus de sens. Pour Henri, cette dernière idée est fausse, si ce n'est ridicule. On l'a vu chez lui, l'attestation ultime de tout réel possible est du ressort d'un jeu charnel, J-E, charnel, éprouvant, éprouvé, c'est-à-dire d'une subjectivité. Et de ce point de vue, Husserl n'aurait aucun moyen de penser la définition d'un manager du point de vue de sa limite. C'est d'ailleurs absolument pas une question chez Husserl. Et quant à Heidegger, et c'est beaucoup plus préoccupant, il se refuse aussi les moyens de penser que la production d'un monstre, si ce n'est de management, du moins de commandement, de pouvoir, d'organisateur, voire de conducteur, résulte d'abord d'une crise majeure de la subjectivité. Et pour cause, Heidegger croit avoir enterré Descartes et la subjectivité avec. Or, pour Henri, la subjectivité et même la subjectivité absolue, c'est-à-dire première et inconditionnée, la mienne, la vôtre, voilà ce qui est en jeu. Et ce qui entre en crise, ce qui produit son monstre, et donc sa définition, lorsqu'elle se porte à ses propres limites et qu'elle les franchit. J'ai dit que c'était lorsqu'un vivant, le manager dans notre exemple, n'est plus en capacité de se rejoindre lui-même dans l'effusion vivante que la vie veut en chaque vivant. Mais que signifie ce jargon? Que nos managers, c'est sans doute vrai dans la banque, mais je pense que c'est à peu près vrai dans tous les secteurs, sont désormais déterminés comme tels par une idéologie à laquelle Henri consacre justement son livre « La barbarie », et qui est la suivante. En conséquence de ce qu'il appelle le monisme ontologique, pour faire vite, c'est en gros, depuis Galilée, la réalité ne puisse être admise qu'en tant qu'elle serait rendue visible dans une structure dite extatico-horizontale, c'est-à-dire mondaine, extérieure. La structure du Vorstellung, de l'objectivité. Il nous est interdit de concevoir et même de prendre part, en vertu de cette structure du connaître, il nous est interdit, galiléen, il nous est interdit de concevoir et même de prendre part à ce qui relève non pas du monde, mais de la vie. C'est-à-dire non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, non pas du monde, mais de la vie, non pas du visible, mais de l'invisible. Et c'est ici le point capital. Si la réalité n'est que le visible, si la réalité n'est que le visible, visible avec les yeux du corps ou avec ceux de l'esprit, reviennent au même pour Henri, hein, en toute rigueur d'ailleurs, parce que vidéo, en latin, enfin vidéo en latin, ne fait que reprendre et souligner le grec eidos, la forme intellectuelle, l'idée.
Même mot, même tournure, même manière d'être, même rapport, même sens. Et si la réalité n'est que le visible, n'est que le visible, alors je considérerais finalement que ce qui est invisible n'est pas réel, et donc n'existe pas. Or, le je, J-E, qui dit ou sent j'ai faim ou j'ai soif, ce je de l'éprouvé charnel d'un sentiment est originairement celui de vivre, c'est-à-dire le sentiment de soi. Vous pouvez toujours essayer de l'apercevoir dans le monde, y compris dans votre miroir. Vous ne l'y verrez jamais. Vous en verrez peut-être une représentation, un reflet, une image. Mais de même que ce n'est pas mon œil qui voit, mais moi, ce n'est pas mon estomac, ce n'est pas mon corps qui a faim, mais moi. Et ce moi, ce je, de l'éprouvé éprouvant plutôt, il est complètement présence. Rien n'est plus présent que j'ai faim quand j'ai faim. Présence qui m'instaure moi-même comme vivant, et donc complètement hors de toute représentation. C'est le jeu présence-représentation. Ce jeu, J-E, qui, lui, est à la fois absolument et radicalement certain, plus certain que j'ai faim quand j'ai faim, indubitable et réel, est tout autant radicalement et insurmontablement invisible. C'est ça, le grand apport phénoménologique de Michel Henry, un de ses plus grands apports, à mon avis, c'est d'avoir montré que ce qui est le plus certain, le plus réel, est aussi ce qui est radicalement le moins visible. Radicalement, génériquement invisible, à proprement parler. Ça, c'est anti-galiléen, pour le coup. Mais cela que je viens de dire, qui le sait encore aujourd'hui? Dans ce siècle où toute réalité concevable ne le serait qu'en tant qu'elle peut être exhibée dans la lumière ou dans la gloire d'un monde. Le problème concret que cela pose consiste en ce que toute la nomenclature des caractérisations paramétriques, extérieures, mondaines, objectives, de l'organisation d'unités de production, par exemple, non content de les tenir pour la seule réalité possible, c'est-à-dire visible, calculable, nous lui imprimons ou la laissons imprimer un mouvement véritablement totalitaire selon lequel elle va usurper les titres de la vie elle-même, c'est-à-dire pénétrer les airs du secret, de l'invisible, du cœur selon Pascal, de la chair selon Henri. Or évidemment, ça lui est impossible, puisque c'est absolument et radicalement que l'invisible l'est et que le visible est visible. Différence phénoménologique cardinale entre le monde et la vie. Mais il n'empêche que les vivants finissent par se convaincre, oublieux de la vie et de ses exigences propres, que ce que veut la vie, finalement, ce serait percevoir les tributs que lui verse le monde et s'en satisfaire. Et c'est alors que se produit la brèche, l'effondrement dans, puis de la civilisation. Et ou dans telle ou telle personne en cas de burn-out. C'est-à-dire, ici, être non plus un manager appartenant à une civilisation, mais un manager ayant sombré dans la barbarie, c'est-à-dire qui s'en sera remis à la codification paramétrique de l'organisation de la production et qui voudra retirer du monde les fruits que seule la vie peut donner, donne et peut donner. Un manager appartenant à la civilisation est un homme qui maintient durablement la maison dont il a la charge, à toutes les époques. Il consent pour cela des efforts mesurés, avec une application sincère, et il en tire les fruits qu'on peut attendre du monde. C'est quoi les fruits qu'on peut attendre du monde? C'est un salaire confortable et les avantages qu'il procure, l'estime de ses collaborateurs, la considération de la société en général, etc. Ce manager n'attend donc du monde que ce qu'on peut et doit en attendre.
Au contraire, un manager surmonté, surmené, surdéterminé par l'oubli de la vie, exigera du monde de se faire payer un tribut qui serait à la hauteur et qui aurait la saveur des bienfaits que seule la vie elle-même peut donner aux vivants. C'est-à-dire ni plus ni moins que le sentiment plein et joyeux d'être vivant, d'être gracieusement vivant. Il va donc, ce manager, à l'image de l'entreprise et ou de la société tout entière, la nôtre en grande partie, vouloir éprouver le monde comme s'il était la vie. Et de là, avec sa soif inextinguible de vivant, qu'il est toujours et insurmontablement, et inconsolablement, faudrait-il dire, et même nostalgiquement, selon moi, devenir ce cupide, cet insatiable, ce démesuré, cet ogre qui finalement se dévore lui-même. Donc vous voyez, de la civilisation à la barbarie, ce n'est pas non plus pour un manager que pour quiconque, à autre chose qu'à l'oubli de la vie par les vivants, qu'il faut faire remonter la production de notre propre alien. Quel est-il en fin de compte, cet alien, le monstre en quoi la puissance de la vie elle-même se change, lorsque la vie est oubliée par les vivants, et qu'alors elle se retourne contre elle-même. Ceci est d'ailleurs une description de toutes les formes de violence, et aussi la nature même de ce que Nietzsche appelle le ressentiment. Oubliée par et dans le monde, la vie n'en cesse pas moins d'être vivante dans les vivants. C'est bien ainsi la puissance de la vie qui nous permet d'abuser des choses et des êtres au lieu de les accueillir comme dons de vie. Ce sont bien les forces de la vie elles-mêmes qui sont mobilisées par un manager aliéné pour se muer en mage et en oppresseur, en ce sens que devenu incapable de recevoir la vie comme une grâce, et cependant que ce recevoir comme une grâce demeure une soif inextinguible de la vie elle-même, ce manager aliéné, monstrueux, va vouloir la recevoir sous des formes illusoires, visibles, étrouvées, mais toujours en échouant, et donc toujours en s'éreintant à recommencer, et donc à amplifier ce recommencement dans l'extérieur d'un monde, ce qui ne peut être donné que par et dans la vie, c'est-à-dire et tout simplement le sentiment joyeux de vivre. Je vais vous laisser, cela dit, sur une note optimiste, imaginer quelle serait, de manière très concrète, la puissance de feu et même l'invincibilité concurrentielle d'une entreprise, ou plus largement d'une société, dont les managers seraient du second type décrit, et qui donc organiserait un management favorisant une praxis en vertu de laquelle les collaborateurs, ainsi que les managers eux-mêmes, seraient toujours en position de pouvoir se rejoindre toujours davantage eux-mêmes comme vivants. Ces entreprises-là seraient des championnes du monde indiscutables. Il n'y aurait plus ni coréen ni chinois qui tiendraient. Ce ne serait plus une question de prix de vente. Mais cela ferait l'objet, ce que je viens de dire, de développement plus opérationnel, que je destine directement à des managers, peut-être un peu frottés de philosophie, mais dont vous comprendrez bien, vous, philosophes ou spécialistes des sciences de gestion, qu'elle est complètement fondée sur une réflexion phénoménologique radicale, celle du management comme épreuve charnelle, par laquelle il s'agit de s'atteindre et se rejoindre soi-même toujours davantage, toujours renouvelé, toujours naissant à la vie, et par elle, dans le sentiment transcendantal que nous avons de la vie, et sentiment qui n'est autre que l'apparaître même de la vie, et donc la vie elle-même, comme joie de se rejoindre elle-même dans ce que j'ai appelé ici, fidèlement à Henri, l'épreuve charnelle. Merci.